Bonjour à tous. Alors, je vous fais une courte vidéo en lien avec l'une des thématiques de l'école des femmes, qui est la condition de la femme au XVIIe siècle. Donc, je vous ai donné en effet une contraction de texte sur un extrait de l'éducation des filles de Fénelon. Et je voulais faire un petit point culturel avec vous sur cette question, puisqu'il en est énormément question dans la pièce de Molière. Alors, en premier lieu, je voudrais que nous nous demandions de quoi est faite l'éducation des femmes au XVIIe siècle. Alors, vous devez bien vous en douter, l'éducation des femmes est faite en grande partie pour que les femmes apprennent à devenir deux choses, des mères et des épouses modèles. À ce stade-là, leur éducation est tournée vers deux choses, la religion, avec la Bible et ses principes moraux, et l'enseignement domestique, c'est-à-dire apprendre toutes les activités du ménage, apprendre toutes les activités de la maison. Donc la couture, l'hygiène. Rares sont les femmes qui suivent une éducation très poussée, ce qu'on pourrait appeler une éducation humaniste, où les femmes justement apprennent les langues mortes, apprennent la littérature, l'histoire. Donc parfois, quand l'éducation est poussée, les femmes apprennent la lecture. Alors, je vous ai mis pas forcément l'écriture ou le calcul, puisque au XVIIe siècle, on considérait, alors déjà, une très mineure partie de la population savait lire et écrire, et souvent on privilégiait l'apprentissage de la lecture par rapport à l'apprentissage de l'écriture. Et c'était deux enseignements qui étaient distincts, c'est-à-dire que ça n'allait pas forcément de soi si on savait lire qu'on savait écrire, et inversement. Alors vous vous doutez bien que cette éducation, elle est réservée aux femmes les plus riches, aux femmes issues de familles très riches. Nous avons très peu de documents sur l'éducation des femmes du tiers-état, du bas peuple, mais on sait que l'instruction religieuse était en tout cas obligatoire pour tous à cette époque. Et le b.a.-ba était tout simplement enseigné par le curé, ou enseigné par les parents, enseigné par la famille. Et en règle générale, les femmes apprenaient de leur mère. C'était donc une transmission qui se faisait de personne à personne. Alors, la société à cette époque ne cherche pas à pousser plus loin l'éducation des femmes, puisque plus les femmes sont spirituelles et cultivées, plus on considère qu'elles sont des dangers pour la société. C'est-à-dire que ça va les éloigner de leur rôle de mère et d'épouse modèle. Et le lieu par excellence de leur éducation était le couvent, d'abord parce qu'elles étaient sous la surveillance des mères supérieures, et ensuite parce que elles étaient éduquées sous le regard de Dieu. Alors, ça, c'est vraiment pour le XVIIe siècle. Alors, à la fin du XVIIe siècle, on s'interroge sur cette éducation, donc avec trois textes qui sont importants à cette époque. Alors, le premier texte qui est celui de Claude Fleury, le traité du choix et de la méthode des études, en 1685. Alors, ce ne sont pas des changements de fou, mais néanmoins, il déclare que il faut avant tout la religion, mais qu'il faut rajouter à cette étude de la religion de la logique pour que les femmes puissent penser de suite et raisonner solidement. Il faut que les femmes sachent écrire et qu'elles apprennent également la grammaire de l'écrit, des mathématiques pratiques, du droit. Alors pourquoi du droit? Tout simplement parce que si les femmes deviennent veuves, il faut qu'elles puissent savoir à quel droit elles peuvent prétendre à la mort de leur mari, et surtout savoir ce qu'elles peuvent garder comme argent, ce qu'elles peuvent garder comme possession. De la pharmacopée de base et les sciences du ménage, mais les sciences du ménage sont envisagées par de la réflexion et de la raison. Et rien de plus parce que les femmes savantes sont vaniteuses. Vous verrez que c'est un peu une problématique qui revient souvent et au XVIIe siècle et dans les pièces de Molière, c'est que les hommes et la société ont peur que les femmes aient trop de savoir et trop d'éducation. Alors, le texte que vous aviez à contracter, donc de l'éducation des filles en 1687, alors Fénelon considère que c'est une éducation qui est négligée.
Alors, la raison qu'il invoque est une raison qui aujourd'hui qui nous paraît terrible. Il part du principe que puisque les femmes sont par état de fait inférieur et faible, il faut donc un programme d'études qui remédie à cette infériorité, à cette faiblesse. Pour deux raisons. Plus un être est faible, plus il est important de le fortifier. Et la deuxième chose, c'est que la mauvaise éducation des femmes, en fait, fait plus de mal que celle des hommes. Pour la première raison, c'est parce que si les hommes, en gros, sont perdus, c'est parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation de leur mère. Et si ils sont perdus également les hommes, c'est parce qu'ils se sont fait tenter, ils ont été entourés de femmes qui justement ont été elles-mêmes mal éduquées. Donc c'est aussi pour préserver d'une certaine manière l'intégrité de l'homme et la bonne éducation de l'homme. Donc c'est un programme qui est assez complet qui est proposé, de la grammaire, des mathématiques, du droit, de la littérature, de l'histoire complète. Alors on considère que l'histoire complète c'est de l'histoire gréco-latine, donc l'histoire de la Grèce antique, l'histoire de la Rome antique, l'histoire française et l'histoire des pays qui sont autour de la France, c'est-à-dire l'histoire européenne, du latin, mais aussi des arts, avec de la musique et de la peinture. Alors c'est un modèle qui est important puisqu'il a servi à Saint-Cyr en 1686 pour la fondation de Madame de Maintenon. Alors Madame de Maintenon qui fut la deuxième épouse de Louis XIV et sa dernière maîtresse, a eu l'idée à la fin de sa vie de mettre en place une fondation pour les filles nobles, mais sans argent. Et donc Madame de Maintenon a décidé, près de Paris, de fonder cette institution qui accueille les filles des nobles les plus pauvres et de leur donner une éducation digne de leur rang. Et donc c'est Fénelon qui a en grande partie mis en place le programme d'études à Saint-Cyr. Saint-Cyr qui existe toujours d'ailleurs, qui est une des grandes écoles françaises. Et puis vous avez un autre programme qui est signé par une certaine Madame de Lambert dans les années 1690, qui reprend en grande partie les idées de Fénelon. Alors, la femme au XVIIe siècle, elle a deux rôles à cette époque, c'est une épouse et c'est une mère. Alors, déjà, je voudrais, sur le mariage, mettre au point 2-3 choses. L'âge légal du mariage sous Louis XIV est fixé à 12 ans pour les filles et à 14 ans pour les garçons. Néanmoins, vous serez surpris de voir que l'âge moyen du mariage à cette époque est de 25-26 ans pour les femmes et de 27-28 ans pour les hommes. Donc il faut que vous sortiez de la tête que au XVIIe siècle, on ne se mariait pas dès qu'on était en âge pour les filles de faire des enfants. Alors certes, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup pour les rois et les reines, mais dans la vie quotidienne, chez les personnes du bas peuple, chez les bourgeois, chez la grande partie des nobles, on se marie à ces âges-là, tout simplement. Alors, les femmes, quand elles sortent du couvent, elles reçoivent ce qu'on appelle une dot, c'est une somme d'argent importante qui est censée en fait les aider à trouver un beau parti. Bon, vous doutez bien, les mariages à l'époque sont souvent arrangés. En règle générale, ce sont des arrangements financiers pour unir deux familles et pour agrandir un patrimoine immobilier, un patrimoine financier, et pour les familles de nobles d'agrandir aussi un patrimoine économique pour ouvrir sur d'autres marchés. Alors, aussi étonnant que cela puisse être, le divorce existe à cette époque, mais il est très rare et mal vu. Et les femmes séparées au XVIIe siècle sont souvent défavorisées. Et à l'époque, les femmes sont éternellement mineures, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais indépendantes. C'est-à-dire qu'avec le mariage, elles passent de l'autorité du père à celle de leur mari qui est maître tout-puissant. Alors il y a une seule exception, les seules femmes qui sont indépendantes au XVIIe siècle sont les veuves. C'est le seul cas. Et jusqu'à l'Ancien Régime, ce sera le seul cas de femmes indépendantes, libres de jouir de leur argent, libres de jouir de leur patrimoine, ce sont les veuves. Alors, la vie de mère au XVIIe siècle, donc la femme doit être une épouse soumise, c'est-à-dire rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Néanmoins, elle a un rôle important dans la maison, elle a l'autorité sur les domestiques et les servantes, donc qui s'occupent de la maison et des enfants.
Les grossesses au XVIIe siècle sont douloureuses et mortelles. Ce sont souvent des garçons qui sont attendus. Les accouchements se passent sans les hommes. On dit à l'époque que c'est une affaire de femmes. Les femmes sous Louis XIV font beaucoup d'enfants car la contraception n'existe pas et le manque d'hygiène ainsi que les maladies font que les enfants atteignent rarement leur majorité. Et ce qui est le pire des cas, c'est si une femme est infertile, elle sera considérée comme punie de Dieu par la société, puisqu'elle met en danger justement la succession de la famille et les valeurs chrétiennes. Alors, néanmoins, le XVIIe siècle, c'est le début de l'émancipation des femmes. Alors, on va s'intéresser à un mouvement à la fois culturel et littéraire qui s'appelle la préciosité. Alors, donc, revenons au début du siècle, on est sous Henri IV, je vous en avais parlé un petit peu dans une précédente vidéo, on considère sous Henri IV que c'est une société qui est, enfin du moins que les nobles dans cette société sous Henri IV sont vulgaires, sont brutaux, et va donc émerger un mouvement qui met en valeur justement la notion de l'honnête homme, mais aussi la notion de l'honnête femme. Et ce sont des personnes qui vont rechercher justement le raffinement, le bien parler, la politesse et l'élégance. C'est donc la naissance à cette époque-là du mouvement précieux. Alors ces salons sont tenus par des femmes, des riches nobles, qui invitent des aristocrates, des personnages de lettres, des arts, des savants, à des réunions. Alors c'est un petit peu, on va dire, l'ancêtre des réunions Tupperware, mais des réunions Tupperware culturelles. Ces réunions se déroulaient dans un espace qu'on appelle les ruelles. Alors les ruelles, c'est l'espace en fait entre le lit et le mur dans la chambre à coucher de l'hôte. Donc en gros, les réunions se passent dans la chambre de la salonnière. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font dans ces réunions-là? Eh ben, ils débattent de sciences, de politique, de littérature. Ils se livrent à des jeux littéraires. Ils écrivent des poèmes, donc comme des madrigaux ou des épigrammes. Le tout de manière très gracieuse, de manière très polie, de manière très digne. Alors, vous avez deux noms importants de salonnières, Madame de Rambouillet et Madame de Scudéry. Ce sont les principaux salons de précieuses au XVIIe siècle. Madame de Lafayette a également été une grande salonnière précieuse, mais elle est aussi connue comme auteure, notamment pour La Princesse de Clèves. Et vous avez aussi Madame de Sévigné, qui a été une grande autrice au XVIIe siècle. Et j'ai mis ou encore parce que je n'ai pas réussi à trouver d'autres noms, mais il en existe très certainement, elles sont très nombreuses. Enfin, pour terminer, ce qui apparaît beaucoup dans l'école des femmes et dans le théâtre de Molière, donc Molière a écrit une pièce qui s'appelle Les précieuses ridicules. Il a écrit également une pièce qui s'appelle Les femmes savantes. Ce sont des pièces qui visent justement à se moquer, à ridiculiser le mouvement des précieuses. Alors les précieuses, elles sont souvent moquées et ridiculisées parce que justement c'est-à-dire que à vouloir une société un peu trop polissée, un peu trop guindée, un peu trop polie, un peu trop courtoise, c'est un mouvement qui a fait beaucoup d'excès, notamment dans leur langue. La langue précieuse, on utilise encore d'ailleurs cette expression, est une langue qui est vraiment pompeuse et qui est réputée pour ses figures de style, notamment les périphrases. Par exemple, des termes de tous les jours qui sont vulgaires seront remplacés par d'autres expressions. Par exemple, on ne dira pas un fauteuil, on dira une commodité de la conversation. On ne dira pas un miroir, on dira un conseiller des grâces, etc., etc. C'est à n'en plus finir. Mais ce qui inquiète aussi les hommes de cette époque, c'est que les précieuses, elles discutent politique et elles discutent aussi de la condition des femmes. Et ce sont les premières qui commencent justement à émettre l'idée que une femme pourrait choisir son mari, qu'une femme doit exiger d'un homme qu'il fasse telle chose pour elle. Notamment, les précieuses remettent en avant l'amour courtois, l'amour galant. Etc., etc., qu'elle cherche justement à être séduite, qu'elle mêle justement l'amour au mariage. Et c'est ça qui inquiète aussi beaucoup la société du XVIIe siècle. Et je terminerai sur l'idée que les précieuses sont celles qui formulent les idées des Lumières sur la femme libre, et que le principe des salons vient justement des précieuses. Donc voilà pour ce petit point culturel.